Dans cette présentation, l'idée, c'est d'explorer un peu les différentes étapes du parcours de soins en pédopsychiatrie et de voir quels sont les défis qui s'offrent à nous et d'identifier un petit peu les différents besoins pour la pédopsychiatrie. Donc, moi, j'ai pris, alors c'est très empirique ce que j'ai fait et par rapport à une expérience pratique et clinique personnelle. Donc j'ai repéré 3 grandes étapes qui sont le repérage précoce, le diagnostic et la prise en charge. Et donc on va parler de ces 3 étapes-là. Et puis après, sur d'autres choses, on va parler de la question de relation avec l'éducation nationale, de la MDPH et de la question du pédagogique au sein de nos structures. Donc le repérage précoce, c'est un enjeu majeur, on le sait. C'est 5% de la population, on l'a déjà dit, c'est 35 000 enfants nés chaque année en France. J'ai insisté aussi sur l'importance de l'alerte avant 4 ans. Alors, bien sûr, pas pour tous les troubles du neurodéveloppement, mais en particulier pour les troubles du spectre autistique. On sait qu'après, les choses deviennent encore plus compliquées. Et donc, c'est un défi essentiel pour la pédopsychiatrie afin de permettre des interventions rapides et adaptées au développement de l'enfant et un soutien à l'inclusion. Donc là, je vais essayer d'identifier un petit peu les forces de la pédopsychiatrie. Donc on sait qu'on a un maillage territorial qui permet un accès facilité aux soins. Il ne faut pas oublier le travail de secteur et l'implantation territoriale qu'on a sur tout le territoire. Ça permet aussi un travail de réseau de proximité en pédopsychiatrie qui est important avec l'éducation nationale, la PMI et les pédiatres. Et la question pour l'éducation nationale et nos différents partenaires, on reste quand même le CMP. C'est pas grave. Comment on fait pour revenir en arrière comme ça? Pour l'éducation nationale et les différents partenaires, nous sommes la principale porte d'entrée. Le CMP reste quand même très identifié sur le territoire. Nos défis, c'est qu'on constate un défaut de formation souvent des professionnels de la petite enfance et ainsi encore qu'une grande banalisation des retards de développement, notamment en particulier sur les troubles du langage où souvent on entend encore dire « Oh ben non, il parle pas à 5 ans, c'est pas grave, tout va bien se passer. Moi, mon fils, il s'est mis à parler à 6 ans, il n'a pas eu de soucis. » C'est encore des choses qu'on entend très souvent. Et la pédopsychiatrie, justement pour la formation des professionnels de première ligne, est encore trop rarement sollicitée pour former ces professionnels. Donc, quels seraient les besoins? Alors, il y en a plein. Moi, j'en ai identifié un. Je pense que ça serait important. On n'a pas dans les CMP la culture des IDE et des éducs spécialisés. Et nous, on en a développé un poste sur notre CMP et on a mis en place des observations au milieu scolaire. Ces observations au milieu scolaire, elles ont un réel intérêt puisqu'elles permettent vraiment... Je me reprends... Hop, excusez-moi. Elles... permettent de débuter une prise en charge, de compléter un tableau clinique. On peut être sollicité directement par l'école. Elles permettent d'obtenir des éléments en vue d'un dossier MDPH, d'une orientation, d'accompagner les professionnels de l'école afin d'adapter le milieu scolaire et de proposer des aménagements lorsqu'on connaît déjà la situation. Donc c'est vraiment un élément clinique où on va rencontrer l'enseignant, l'ATSEM, la directrice, la personne de la loge, les gens du périscolaire, et ça nous permet d'avoir un vrai regard croisé qui nous permet d'identifier les signes précoces d'un trouble du neurodéveloppement et aussi d'accompagner l'école qui est souvent le principal lieu pour l'enfant. Et donc on a développé cet outil-là et je trouve que ça fonctionne très bien et ça nous aide vraiment au quotidien dans notre pratique. Alors maintenant, la question du temps du diagnostic. Alors, il faut être en mesure de proposer un diagnostic précoce et rapide, c'est essentiel, on l'a vu toute la journée, enfin toute la matinée. Cependant, ce processus diagnostique en pédopsychiatrie est souvent long et complexe et ça nécessite une approche multidisciplinaire qu'on est à même d'offrir, mais il y a des limites. Donc notre force, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu énormément de plans de formation et qu'il y a une certaine homogénéisation des connaissances et des capacités diagnostiques au sein des équipes, des CMP. Mais c'est très chronophage, c'est coûteux en personnel soignant, donc il y a des délais d'attente extrêmement importants. En libéral, ça coûte très cher. À Paris, on est à peu près autour de 600 € pour un bilan. Il y a une réduction importante de la présence des orthophonistes, donc ça vient biaiser la qualité de nos bilans. Et avant d'avoir un premier rendez-vous, c'est souvent très long aussi.
Et toutes les plateformes diagnostiques, qu'elles soient de troisième ligne ou de première ligne, qui ont été créées, sont aujourd'hui assez embolisées avec des délais importants. Tableau pas très réjouissant. Mais je pense qu'il faudrait créer des moyens dédiés en proximité pour mieux articuler diagnostic et prise en charge, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu trop mince. Voilà. Vous l'avez. La généralisation, on en parlait tout à l'heure, de la présence de neuropsychologues dans nos CMP, et peut-être de développer des conventions avec le secteur libéral, en particulier les orthophonistes, afin d'offrir, on est en capacité d'offrir des temps d'échange de pratiques face à des professionnels qui sont souvent isolés dans leur cabinet, qui sont en demande de ce type d'échange. Et peut-être que ça faciliterait l'accès aux cabinets libéraux. Alors, les prises en charge innovantes. Aujourd'hui, on est en capacité de proposer des approches pluridisciplinaires, ce qui fait la force de nos structures. On est en capacité de proposer des prises en charge souvent qui sont intensives. C'est important parce qu'on sait que si on a besoin de psychomotes, d'orthophonie, de groupes, et qu'on doit faire 4 ou 5 accompagnements dans la semaine quand on est parent, c'est très compliqué. Donc de pouvoir regrouper ça sur des temps, sur des demi-journées, ça facilite l'emploi du temps des parents. Et c'est des choses que nous, en structure de pédopsychiatrie, on est capable d'offrir en général. On a développé des nouveaux modèles d'hôpitaux de jour et de CATTP. Ça, je pense que Catherine va en parler après, si je ne dis pas de bêtises. Oui, un peu. Et en termes de besoins, ce que j'ai pu un peu identifier, c'est d'augmenter la pluridisciplinarité de nos équipes. Aujourd'hui, il n'y a pas d'ergothérapeute, très peu en pédopsychiatrie, pas de psychopédagogue. Je pense qu'il y a vraiment une nécessité d'élargir un peu la multidisciplinarité de nos équipes. Alors la reconnaissance MDPH, c'est très compliqué et ça ne va que en étant de plus en plus compliqué, je trouve. Il faudrait qu'il y ait une meilleure simplification des renouvellements. C'est un enjeu majeur pour aider faciliter les démarches des familles. Et aujourd'hui, les délais de traitement des dossiers restent vraiment trop importants. Et on a de moins en moins de temps pour réfléchir à la question des orientations. Avant, si je vous donne un exemple, par exemple, pour un enfant qui était en CM2 et avec une réflexion sur une orientation pour le collège, il fallait qu'on pouvait attendre jusqu'au mois de mai, avril, pour pouvoir décider de son entrée en sixième. Aujourd'hui, fin janvier, il faut que ça soit décidé. Donc on a perdu presque 3-4 mois, et ce qui est, je pense, une vraie perte de chance pour les enfants du fait des délais de la MDPH. Donc je pense qu'il faudrait une meilleure coordination entre la pédopsychiatrie et la MDPH. Ça permettrait d'accélérer les procédures et de proposer des solutions sur mesure en adéquation avec les besoins spécifiques de chaque enfant. Alors le pédagogique au cœur des soins. Ça, c'est quelque chose que qui me tient assez à cœur, c'est-à-dire que je pense que la question du soutien scolaire a toute sa place dans nos structures de soins et qu'on doit être à même de pouvoir proposer un certain soutien scolaire pour travailler justement sur la confiance en soi, et qu'on a eu pendant très longtemps et qu'on a encore des enseignants spécialisés au sein de nos structures, mais qu'aujourd'hui, ils sont de moins en moins valorisés dans leur rôle. C'est-à-dire que de plus en plus, on a des enseignants sur des unités externalisées et pas internalisées à nos structures. Ce qui fait que, parce que comme si ça venait faire pâtir l'inclusion scolaire. C'est-à-dire que l'école veut absolument, pour favoriser l'inclusion, qu'il y ait des enseignants et des unités externalisées et pas internalisées. Et je pense que, malgré tout, nous, par exemple, on a un enseignant au sein de notre structure qui fait du soutien scolaire, qui fait des prises en charge en petits groupes, qui est en lien avec les différents enseignants et ce qui permet vraiment de travailler sur les dispositifs, les aménagements scolaires, la confiance en soi, sur plein d'autres choses qu'on ne peut pas faire quand on n'a pas d'enseignants dans le cadre d'une structure de soins. Après, bien sûr, il faut continuer à développer des unités externalisées. Après, c'est important qu'au niveau de nos unités externalisées du sanitaire soient mis au même niveau que celles du médico-social, c'est-à-dire avec des moyens qui soient identiques, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors les aménagements scolaires, je vais finir par ça. Il faut savoir que les aménagements scolaires, ils sont de plus en plus compliqués à mettre en place. Du fait, plus on fait un diagnostic tardif, plus c'est compliqué de mettre en place un aménagement scolaire.
C'est très dépendant des équipes pédagogiques en fonction de leur connaissance des troubles. Donc il y a une nécessité de sensibilisation des enseignants par rapport à ça. Et ça met en lumière vraiment la détection précoce et d'une formation adéquate des professionnels de l'éducation. Et il faut savoir que ces aménagements scolaires, ils sont très évolutifs et il faut vraiment y réfléchir chaque année et les adapter chaque année. Mais c'est encore trop dépendant finalement de la connaissance et on peut avoir, au collège c'est très compliqué puisqu'ils ont 5 ou 6 enseignants et on peut en avoir 1 sur les 6 qui met en place ces aménagements et le reste qui ne fait rien. Alors, en conclusion, l'idée... Je vais revenir parce que j'ai écrit un petit truc qui est pas mal, excusez-moi. La pédopsychiatrie démontre un savoir-faire reconnu dans l'innovation et l'adaptation aux besoins des enfants avec TND. Des défis persistants tels que le manque de moyens et la nécessité de renforcer la formation et la coopération des acteurs demeurent. Mais je pense qu'en investissant dans ces domaines, il est possible de surmonter ces obstacles et d'offrir une prise en charge optimale aux enfants avec TND, favorisant ainsi leur épanouissement et leur intégration dans la société. Voilà. Je vous remercie.